Au Québec, en 2022, on comptait 25 401 personnes victimes d'infractions contre la personne en contexte conjugal, dont 19 126 femmes et 6 275 hommes. L'importance de nommer et de parler des comportements en contexte conjugal et en contexte interpersonnel n'est pas encore totalement acquise dans notre société. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Andrée Tremblay, directrice générale de l'organisme Le Centre Ex-Aequo, pour discuter de leur mission, de leurs services et des programmes qui s'adressent aux personnes aux prises avec des problématiques de comportement violent ou avec des personnes ayant commis des agressions sexuelles. Ici Véronique Barra, bienvenue à Écosocial. Bonjour Marie-Andrée. Allô? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un immense plaisir. En commençant, j'ai le goût de te demander qu'est-ce que c'est le Centre Ex-Aequo? Oui, donc le Centre Ex-Aequo, c'est un organisme communautaire présent dans la région de Chaudière-Appalaches. Nos services se divisent en deux volets, soit les services pour les personnes ayant des comportements de violence dans un contexte conjugal ou le volet pour les auteurs de transgressions sexuelles. Donc, quelle est votre mission? Donc, notre mission, c'est d'agir aussi bien en prévention qu'en intervention afin de soutenir et accompagner toute personne encline à la violence conjugale et familiale ou présentant des comportements sexuels problématiques et transgressifs puis qui désirent développer et entretenir de saines relations. Tu me parlais de deux volets d'intervention, les services en violence conjugale et interpersonnelle et les services pour les personnes ayant commis une agression sexuelle. C'est quoi la différence entre les deux volets? Oui, bien premièrement, dans le fond, la nature de la problématique qui n'est pas la même. Malgré que les deux problématiques puissent se retrouver chez une personne, c'est aussi possible que ce ne soit pas le cas. Donc, on fait la distinction entre les deux services, premièrement, de cette manière-là. Le service pour les auteurs de transgressions sexuelles sont spécifiquement liés à des gestes de nature sexuelle ou à la prévention de ceux-ci. Donc, le programme, c'est aussi d'une plus longue durée parce qu'il s'agit d'un processus de psychothérapie. Quant au service en violence, bien que la violence sexuelle puisse être l'une des formes présentes dans la relation, on couvre tous les autres types de violences. Fait que le programme est d'une durée plus courte parce qu'on n'entre pas dans le processus psychothérapeutique. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'en cas de doute, lorsqu'une personne ne sait pas à quel service se référer, elle peut nous contacter. Puis selon l'évaluation qu'on va en faire, on va pouvoir la diriger vers le bon service. Puis de quoi on parle quand on parle de violence? Qu'est-ce que ça inclut comme type de comportement? Donc la violence conjugale se caractérise par une série d'actes répétitifs qui se produisent généralement selon une courbe ascendante. Fait qu'on va entendre ici par conjugal tout type de relation intime passée et présente. Elle procède chez l'auteur de violence, donc pour les hommes à qui nos services s'adressent, selon un cycle défini par des phases successives marquées par la montée de la tension, ensuite l'agression, la justification, la rémission et la conciliation. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses là-dedans. Oui. Puis toutes ces phases ne vont pas nécessairement être présentes et ne vont pas se succéder toujours dans cet ordre-là. Puis elles se retrouvent sur 6 formes. Dans le fond, on va parler de violence psychologique, verbale, physique, sexuelle, économique ou coercitive. Je te demanderais, c'est quoi la violence coercitive? Oui, donc on va parler de violence coercitive. Peut-être que vous avez entendu parler davantage dernièrement du contrôle coercitif, dans le fond, qui est directement lié à ce type de violence-là. Donc, c'est vraiment une forme d'abus psychologique et émotionnel dans une relation où une personne utilise divers moyens pour dominer l'autre personne, puis ça de manière systématique et prolongée. Okay. Contrairement aux abus physiques, le contrôle coercitif peut être subtil puis très difficile à détecter, mais il est tout autant destructeur. Si on pourrait parler d'exemple, on pourrait parler d'isolement. Donc, l'auteur isole sa victime et ses amis de sa famille, de son soutien social extérieur pour augmenter sa dépendance envers lui. On pourrait parler aussi de contrôle des ressources. Donc, l'auteur de violence contrôle l'accès de la victime à l'argent, aux moyens de transport, aux communications ou à d'autres ressources essentielles. Ces éléments-là, s'ils sont tous pris de manière distincte, peuvent avoir l'air anodins, mais quand on les regroupe ensemble, on se rend compte qu'il y a vraiment une situation de contrôle coercitif là, sur la personne. Comment ça fonctionne, le programme de violence? À qui ça s'adresse? Donc, nous, ce qu'on offre, c'est d'abord des rencontres d'accueil et d'évaluation. L'objectif de ces rencontres-là, c'est de définir les bases de la violence avec la clientèle puis de leur offrir des outils pour éviter la reproduction de comportements violents dans leur couple ou dans leur future relation conjugale. On travaille ainsi la reconnaissance et la conscientisation des impacts de la violence. Puis par la suite, la personne est invitée à participer à un groupe de 24 rencontres. Donc, 2 intervenants vont co-animer les sessions de groupe. Puis il va y avoir généralement de 6 à 8 participants là, par groupe.
Le programme s'adresse à tout adulte, homme ou femme, ayant des comportements de violence puis ayant le désir de développer des comportements alternatifs. On aide donc les auteurs de violence, donc ceux qui commettent des gestes de nature violente. Puis notre programme s'offre à une clientèle qui est majoritairement volontaire. Elle doit reconnaître la personne qu'elle fait usage de comportements violents pour pouvoir être admise. Il arrive toutefois que certaines participations soient référées là, par la DPJ ou un juge. Par contre, le référencement n'est pas une obligation là, de traitement dans le sens où si la personne ne reconnaît pas ou qu'il n'y a pas de reconnaissance minimale, même s'il y a une ordonnance, elle ne pourra pas être admise dans nos services forcément parce que il n'y aura pas de volonté de changement, il n'y a pas de reconnaissance qu'il y a un besoin de changement à ce niveau-là. Donc, c'est plus de cette manière-là que ça va fonctionner. Puis, dans le fond, ce que nous, on considère, c'est que c'est vraiment un comportement qui est appris et choisi, mais qu'il est possible de changer. Donc, c'est de cette manière-là qu'on va travailler auprès de notre clientèle. Peux-tu me parler un petit peu plus de la démarche de changement? Oui. Donc, pour la démarche de changement, c'est toujours souhaitable que la démarche débute par la reconnaissance de la problématique, comme je disais il n'y a pas longtemps. Donc, c'est-à-dire une prise de conscience et surtout un malaise face à certains comportements. La personne entreprend alors le programme dans une optique de responsabilisation. Donc, c'est de la manière dont on travaille. L'étape suivante consiste à comprendre l'utilisation de ces comportements en explorant les déclencheurs, donc comment ça se manifeste, comment ça se déclenche, puis les expériences passées. La démarche va se poursuivre par l'acquisition de nouvelles habiletés en lien avec la gestion des émotions, la communication bienveillante, la modification des croyances. Donc, tout au long du processus, on rappelle l'importance de l'égalité entre les personnes puis l'importance d'utiliser des comportements dits non violents. Quelles sont les conséquences possibles de l'utilisation de la violence en contexte conjugal ou interpersonnel? D'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a des conséquences possibles pour toute la famille. Donc, autant pour les conjointes qui sont victimes de cette violence-là, les enfants qui en sont témoins et donc aussi victimes, puis qui peuvent être victimes directement, et les auteurs de violences conjugales. Donc, on va faire la distinction au niveau des trois types. C'est sûr que les conséquences peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Pour la victime, on va beaucoup parler de perte d'estime de soi, de blessures, de honte et d'humiliation. L'insomnie peut en faire partie, la nervosité, la privation, la peur d'être jugé, la colère, la solitude, la méfiance, pour ne nommer que ceux-là. Okay. Pour les enfants, on va surtout beaucoup retrouver un sentiment d'impuissance, la présence de cauchemars, d'insécurité, ça peut être de l'hyperactivité, de l'hypervigilance, de la peur, de l'anxiété, de la peur de séparation des parents aussi, là, de voir ça se produire. Bien entendu, c'est exhaustif là, en termes de liste. Puis pour l'auteur, ben, il y a une prise de contrôle. Donc, il y a une impression d'obtenir ce que je veux, une peur de perdre les enfants, des tensions corporelles, de la honte, de la peur d'être jugé, de la culpabilité, de la peur de perdre son ou sa partenaire, de se retrouver seul. Donc, il y a plein de choses aussi là, qui ont pour l'auteur. Fait que c'est sûr que c'est important d'avoir des services spécialisés justement pour les auteurs également. Donc, en étant capable de travailler sur ces conséquences-là, on était capable de leur démontrer que c'est possible d'avoir autre chose puis de le manifester autrement. Oui, puis je trouve ça intéressant que tu parles des conséquences pour les auteurs parce que c'est rare qu'on croit qu'il y a des conséquences ou qu'on peut s'imaginer qu'il y a des conséquences pour eux. On le voit beaucoup pour la famille ou le conjoint, la conjointe. Là. Exact. Il ne faut pas que ce soit une excuse, dans le sens où des fois les gens vont nous dire ça, tu sais, vous travaillez auprès des auteurs, tu sais, est-ce que vous excusez un peu ce qu'ils font? En aucun cas, mais je pense que l'homme ou la femme qui prend conscience que cette problématique-là a aussi un impact sur lui ou elle parce qu'il en exerce, bien, c'est une façon de peut-être vouloir amorcer suffisamment le changement aussi, là, de vouloir se séparer de ces conséquences-là. Quels sont vos services pour les personnes ayant commis des agressions sexuelles? Oui, donc notre programme aux auteurs d'infractions à caractère sexuel est offert à une clientèle qui est judiciarisée ou non. Donc la personne n'a pas à avoir passé là, obligatoirement par le processus judiciaire, quoiqu'en majorité, c'est des gens qui ont passé par le processus. Il s'adresse aux individus ayant posé des gestes de transgression sexuelle ou qui craignent le passage à l'acte. Donc on agit aussi dans un but préventif. C'est un programme de psychothérapie en formule de groupe d'une durée de 18 à 24 mois. On a aussi depuis plus récemment là, un service pour les personnes qui sont en cours de processus judiciaire pour les accompagner dans cette période. Donc, généralement, il y a cette clientèle-là ou sinon, là, lorsqu'ils sont en cours de processus, on va faire certaines rencontres pour les accompagner. Ils vont revenir dans les services plus tard quand le processus judiciaire va être davantage entamé. Comme je disais, les personnes peuvent avoir commis des agressions sexuelles, soit sur des mineurs ou des adultes.
Ça peut être aussi des gestes d'exhibitionnisme, de voyeurisme ou avoir posé des gestes en ligne comme d'avoir consulté de la pornographie juvénile, exemple. OK. Donc, tous ces critères-là sont là. On a aussi un service qui est offert aux adolescents de 12 à 17 ans qui ont commis des infractions à caractère sexuel, parce qu'il y en a. Ouais. Donc, nous, on dessert cette clientèle-là. Le programme est adapté en fonction de l'âge des participants puis se fait sous forme de rencontres individuelles, là, majoritairement, alors que pour la clientèle adulte, on fait de la thérapie de groupe. C'est un processus qui est aussi psychothérapeutique, par exemple, là, pour les adolescents. On réalise aussi des évaluations sexologiques pour la Cour, donc à la demande du ministère de la Sécurité publique ou de la DPJ. Notre équipe va être appelée là, à faire des évaluations sexologiques là, pour aider le juge dans sa prise de décision ou dans sa compréhension de la problématique là, pour traiter le cas. Puis, quels sont les impacts que peut apporter l'intervention auprès des personnes ayant commis une agression sexuelle? Oui, donc c'est sûr que l'objectif ultime, c'est évidemment la diminution du nombre de victimes. Puis ça passe par une diminution du risque de récidive. Donc, on travaille toujours en fonction du risque de récidive. Puisque les objectifs sont individualisés, les impacts du cheminement de chaque individu vont varier selon les facteurs de risque personnels qui vont être pris en compte. De manière générale, on vise une meilleure compréhension des facteurs ayant mené au passage à l'acte, puis un réaménagement de leur vie qui vise à les éloigner des situations qui les mettent à risque. Pour certains, ça va se faire en développant de meilleures habiletés sociales, une meilleure gestion de leurs émotions, une meilleure capacité à identifier leurs besoins, puis les façons saines de combler ces besoins-là. Est-ce que vous offrez des services pour soutenir la victime des situations de violence ou d'agression sexuelle? Non, ces personnes-là sont orientées vers d'autres ressources spécialisées pour les victimes. Par contre, on a un très bon partenariat là, avec les ressources, donc le référencement se fait facilement. Puis si une personne a été victime dans le passé puis qu'elle est actuellement dans nos services parce qu'elle a adopté des comportements de violence, bien là, on va prendre le temps de la soutenir à ce sujet-là. Mais autrement, on ne va pas prendre les victimes là, s'ils ne sont pas déjà dans nos services pour avoir commis. Comment vous évaluez une personne pour savoir si elle utilise bel et bien la violence dans ses relations interpersonnelles? C'est sûr que il y a la distinction entre les deux services. Si je prends l'évaluation en lien avec la violence conjugale, dans le fond, c'est vraiment les 3 à 4 rencontres d'évaluation dont je parlais là, au début, où là, l'intervenant va vraiment faire un historique avec la personne de comment ça se passe, des mises en situation, on a un questionnaire. Bien évidemment, on se fie à ce que la personne va nous mentionner. Là, on n'a pas d'autre choix que ça au niveau de l'alliance thérapeutique, puis au niveau, dans le fond, du lien qui se crée. On y va vraiment avec ce que la personne nous raconte, mais on va quand même aller poser des questions pour évaluer ces besoins-là. Parfois, la personne va reconnaître qu'il y a 1 ou 2 types de violences qui sont exercées ou qu'il y a au moins une forme. Puis par la suite, bien, en amorçant le processus, cette personne-là va vraiment réaliser que dans le fond, il y a d'autres choses qu'elle faisait qui consistaient en de la violence conjugale aussi. Donc, c'est un processus qui est fréquent chez nous. Donc, c'est vraiment comme ça. Là, c'est vraiment en discutant puis en voyant comment ça se déroule, comment ça se passe, puis en ramenant des situations là, dans la vie de tous les jours qu'on va être capable d'évaluer qu'il y a vraiment des comportements de violence. Mais comme on dit, on n'est pas présent, donc c'est difficile pour nous, mais on part de la bonne foi de la personne. De toute manière, à partir du moment où la personne dit qu'elle n'est pas violente, qu'elle n'a rien à changer, bien, c'est malheureusement pas une personne qui va pouvoir bénéficier des services chez nous. Combien de demandes vous pouvez recevoir par année, approximativement? En violence conjugale, on reçoit à peu près 400 nouvelles demandes par année. Donc, puis en fin d'année financière, puis en début de l'autre, on a toujours à peu près 80 suivis actifs. Okay. Donc, on roule à peu près aux alentours de 450-480 dossiers par année. En délinquance sexuelle adulte, on parle d'environ 80 demandes par année. Certaines vont être pour des suivis psychothérapeutiques ou du groupe de thérapie. Puis près d'une trentaine par année vont être pour des évaluations sexologiques pour le ministère de la Sécurité publique ou pour la DPJ. Puis pour la délinquance sexuelle juvénile, la tendance est à la hausse. Puis là, c'est plus d'une trentaine de dossiers actifs qu'on fait par année là, maintenant. À la hausse par rapport aux années précédentes, dans le Oui, fond. par rapport aux années précédentes. Quand on a parti le service pour les adolescents en 2018-2019, dans le fond, au départ, c'était avec un budget là, pour à peu près 8 adolescents par année. Okay. Puis, dans le fond, le service a augmenté là, à 12, 22. Puis là, l'an dernier, c'est 32 adolescents qui ont bénéficié de nos services. Cette année, on est déjà rendu à 16 dossiers actifs, 12 jeunes sur la liste d'attente. Okay. Donc, on s'attend à refaire une année là, avec une trentaine de jeunes en suivi actif là, au cours de l'année financière. OK, quand même. Vous avez également un programme de prévention. Je me demandais en quoi ça consiste, puis à qui il s'adresse, ce programme-là. Oui, c'est un programme qui va avoir 20 ans l'an prochain, d'ailleurs, donc qui a été fondé en 2005. Chance égale, dans le fond, c'est un projet concerté
qui est concerté parce que ça a été élaboré par Execo, avec aussi le Havre-l'Éclaircie, qui est une maison d'hébergement pour femmes victimes en Beauce. Donc, ça se veut être un programme de sensibilisation et de prévention de la violence dans les relations amoureuses des jeunes. C'est également un outil de promotion des rapports égalitaires entre garçons et filles, tout particulièrement au sein d'une relation amoureuse, là, bien évidemment. Fait que Chance égale, ça renseigne les jeunes à réagir adéquatement face à des situations de violence puis à obtenir l'aide nécessaire. Le projet s'adresse principalement aux élèves de 4e et 5e secondaire du cycle régulier, puis à ceux du cheminement individualisé là, ou de l'insertion sociale et professionnelle. Donc, on adapte parfois le programme pour mieux répondre à cette clientèle-là. C'est un atelier de 75 minutes qui est adapté à la durée de la période de cours puis qui est assuré par une intervenante d'une maison d'hébergement en compagnie d'un intervenant de chez nous. Okay. Donc, les 2 intervenants sont ensemble pour faire l'atelier. Donc, c'est vraiment, dans le fond, un atelier qui comprend des activités qui sollicitent la participation des élèves, comme des mises en situation, des quiz. Donc, c'est vraiment interactif puis c'est adapté aux besoins de la clientèle rencontrée. Vous offrez des services en lobinière. Je me demandais, une personne qui veut y avoir accès, comment il peut procéder pour faire une demande de service? Oui, donc le plus facile, c'est de nous contacter directement par téléphone, donc via le numéro qui est sans frais, là, je ne sais pas si tu veux que je le nomme maintenant, là, mais qui est le 1-877-613-1900, donc 1-877-613-1900. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse info@execo.ca, donc info@exequo.ca. Bien entendu, on est ouvert là, seulement sur les heures de bureau, là, étant donné qu'on est un service là, de 2e, 3e ligne. Donc, si jamais il n'y a pas de réponse, simplement laissez le message, puis un membre de notre équipe là, va se faire un plaisir de retourner l'appel à la personne concernée. Parfait. Si une personne veut soutenir votre mission, est-ce que c'est possible de faire un don? Oui, tout à fait. On est très ouvert à ça, d'ailleurs. Mais on n'a pas de plateforme dédiée au financement ou au recueil des dons. Vous pouvez toutefois nous contacter par téléphone ou par courriel là, au numéro qu'on vient de mentionner. Puis on pourra déterminer avec vous ce serait quoi la meilleure manière là, de faire pour procéder à votre don. Parfait. Bien, merci beaucoup, Marie-Andrée. Merci.